Bonjour Emmanuel Laurentin, bonjour à tous, bienvenue dans les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins de la connaissance, une œuvre collective et quotidienne préparée en sous-main par Christine Robert avec Claude Courteau à la technique et puis Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Avril Ventura, Vanina Mozzi-Conacci, Mathilde Unger, Romain Villet. Suite et quatrième temps ce jeudi d'une semaine sur Marx dans les nouveaux chemins de la connaissance. Hier nous parlions du jeune Marx et de son rapport à Hegel avec Jean-François Kervégan. Avant-hier nous étions sur et contre l'idéologie allemande avec Isabelle Garot. Demain nous terminerons cette première semaine, en compagnie de Lucien Sève et de Jean-Marie Haribé autour de l'anthropologie marxiste. Mais aujourd'hui nous sommes en compagnie de l'économiste et professeur Gérard Duménil, grand spécialiste de Marx, à qui l'on doit notamment, pour ne citer que cet ouvrage, un très utile Que sais-je, écrit avec Emmanuel Renaud et Michael Louis, sur les 100 mots MOTS du marxisme. Le Capital se divise en deux parties. Le premier livre, qui a été rédigé par Marx lui-même, et que la plupart des marxistes ont au moins parcouru, sinon lu. Et les deux livres suivants, qui sont des notes, des brouillons trouvés par Engels, rédigés par Engels, et qui ont tous les défauts des brouillons. Et puis, il y a une autre raison. Beaucoup de ceux qui s'intéressent à Marx pour des raisons soit politiques, soit philosophiques. Or, le Capital, dans la pensée de Marx, était et devait être un livre d'économie. Or, les philosophes ont rarement la formation économique qui leur permette de suivre et de comprendre les raisonnements du Capital. Et d'autre part, les économistes professionnels ne considèrent pas toujours qu'ils sont payés de leur peine lorsqu'ils sont arrivés au bout du Capital. D'où ce livre qui est un monument, quoi qu'on puisse en penser, qui d'autre part a exercé dans le développement de la pensée européenne un rôle considérable, est aussi mal connu qu'il est souvent cité. Bonjour Gérard Duménil. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue Merci. au nouveau chemin de la connaissance. On vient d'entendre, comme tous les jours d'ailleurs, la voix de Raymond Aron, tous les jours de cette semaine sur Marx. Raymond Aron qui parle du Capital comme d'un livre aussi cité que mal connu, aussi souvent cité que mal connu. Vous partagez ce sentiment ? C'est-à-dire que Le Capital est un ouvrage tout à fait considérable, dans les 3 volumes qui viennent d'être énoncés. Et bon, évidemment, son abord est extrêmement difficile. C'est-à-dire que c'est pas la première fois, on ne lit pas véritablement Le Capital, en ce sens où, quand on arrive à la dernière page, on a forcément oublié ce qu'il y avait au début. En fait, le Capital, c'est un ouvrage qui s'étudie. Et donc, il faut accepter d'y consacrer le temps qu'il faut. On peut lire des extraits du Capital, qui sont toujours passionnants, je crois. Mais enfin, le Capital... C'est ce qu'on risque de faire dans cette émission, d'ailleurs. Voilà. Mais on ne pourra pas faire davantage. Allez-y, allez-y. Donc, oui, c'est un abord difficile. Évidemment, c'est d'abord un ouvrage d'économie. Je suis parfaitement d'accord avec le jugement qui vient d'être porté dans cette citation, dans cet extrait de Raymond Aron. C'est d'abord un ouvrage d'économie. Mais bien entendu, les philosophes, les historiens, quantité de gens de diverses sciences sociales trouvent énormément de choses. Pas nécessairement aux mêmes endroits. Par exemple, les philosophes ont travaillé beaucoup sur le début du Capital, le livre 1 du Capital, parce que c'est là que Marx analyse les rapports sociaux dans les sociétés marchandes, puis dans les sociétés capitalistes. Le livre 2 est beaucoup plus technique. Le livre 2, c'est presque la théorie de la comptabilité, si vous voulez. Et puis le livre 3, c'est un livre qui entre dans des quantités de mécanismes économiques, l'analyse de la concurrence, l'analyse des mécanismes financiers, l'analyse du changement technique, de la formation des revenus, et tout ça, et évidemment de l'économie, et qui n'est pas toujours facile à appréhender. Vous avez dit que c'était un livre qu'on étudie, c'est-à-dire que ça n'est pas seulement une façon de le lire, c'est également une façon récurrente de le lire. Étudier un livre, c'est revenir dessus à plusieurs reprises, et
parfois d'ailleurs même à plusieurs périodes de la vie. Gérard Duménil, vous qui l'avez non seulement lu, mais également étudié, souvent d'ailleurs les livres qu'on lit plusieurs fois sont comme des palimpsestes où l'on retrouve des notes qu'on avait prises quelques années plus tôt et avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Vous arrive-t-il, en relisant le Capital, en réétudiant tel ou tel passage du Capital, d'infléchir le jugement qui était le vôtre sur le Capital quelques années plus tôt, de découvrir ce que vous n'y soupçonniez pas, par exemple, ou bien au contraire d'être déçu par un passage qui vous avait enthousiasmé? Je dirais que j'ai travaillé sur le Capital quand j'étais jeune, puisque j'étais étudiant à la fin des années 60, donc tout ça est lié aussi à une époque, et c'est là où j'ai étudié le Capital, j'ai écrit une thèse, des choses comme ça. Le Capital est resté le même, mais l'époque a changé. Oui, exactement. Mais si vous voulez, maintenant, le regard que je porte sur le Capital, c'est plutôt un regard sur ses frontières, ses limites. Parce que bien entendu, c'est un ouvrage absolument colossal. Je crois que c'est un outil, pour moi, absolument indispensable dans la compréhension du capitalisme contemporain, de sa dernière phase, de néolibéralisme, de la crise actuelle, du devenir de nos sociétés. Mais en même temps, bien entendu, c'est un ouvrage qui a été écrit au XIXe siècle. Donc, depuis lors, se passe et continue à se passer des quantités de choses. Donc, forcément, au fil des années, ce qui devient peut-être plus important pour moi, c'est les frontières du Capital. C'est-à-dire que, quand je dis frontières du Capital, de l'ouvrage Le Capital, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des développements qui ne sont peut-être pas absolument centraux dans la construction de l'édifice, parce que le Capital, c'est un très bel édifice. Mais édifice inachevé. Oui, complètement inachevé, bien entendu. Étienne Balibar va jusqu'à dire que le marxisme n'est pas un système, que c'est une œuvre en chantier. Est-ce que vous iriez jusque-là? Oui, mais le Capital, ça n'est pas le marxisme, si vous voulez. Le marxisme, c'est quelque chose qu'il faudrait définir. On a ce livre, Les 100 mots du marxisme. D'abord, le marxisme, ça n'est pas que Marx. Là, il s'agit de Marx lui-même. Bien sûr, le marxisme, ça commence avec le marxisme de Marx. Bon, alors, ça n'est pas un système, le marxisme, peut-être. Le Capital lui-même, c'est un système. Il a à la fois la très très belle harmonie de sa construction, mais il a aussi ses insuffisances qui sont liées au fait que les livres 2, les livres 3, ce sont des manuscrits qui ont été mis bout à bout et que de toute façon, Marx, en arrivant au bout, s'il avait vécu suffisamment et s'il avait eu le loisir d'arriver jusqu'au bout, il aurait dû reprendre la construction. Parce que quand on connaît son degré d'exigence dans l'articulation des idées, on voit très bien que les manuscrits tels qu'ils existent sont très intéressants, mais qui n'ont pas non plus une forme complètement aboutie. Donc, quand on lit Marx de nos jours, au début de ce siècle, évidemment, on est confronté à la réalité du monde actuel, on est confronté aux évolutions, à l'histoire, tout court, l'histoire du marxisme lui-même. Et donc, il y a des quantités de sujets sur lesquels il va falloir retravailler parce que la société a changé, parce que l'histoire nous entraîne dans des nouvelles directions. C'est surtout ça, la repensée de Marx. Justement, dans l'actuel phénomène, on vit un phénomène tout à fait étonnant, dont on parlera d'ailleurs également demain avec Lucien Sèvres et Jean-Marie Haribé, étonnant et aussi étonnant que peut-être malheureusement provisoire, qui est le phénomène du retour à Marx, comme on dit. Après l'avoir enterré, on l'a ressuscité. Nous parlons du retour à Marx. Lisez Marx, le vieux Marx avait raison, et on se gausse, on fait les gorges chaudes de cela. Phénomène essentiellement vendeur d'ailleurs, et de sorte qu'il y aurait une certaine ironie de l'histoire à faire de Marx aujourd'hui, à envisager un Marx aujourd'hui béatifié par une loi du marché, en l'occurrence la loi de la presse, qui aurait besoin de la figure de Marx pour vendre du papier. Par-delà le phénomène de la mode du retour à Marx, ceux qui n'ont jamais lu Marx disent en général que dans le Capital, pour le dire vite, l'idée reçue est la suivante: Marx aurait prédit l'effondrement du capitalisme sous le poids de ses propres contradictions, et c'est ce que nous aurions vécu il y a quelques mois. Que vaut ce diagnostic, cette idée reçue qu'il est si commode de brandir? Est-ce qu'il y a quelques vérités, selon vous, Gérard Duménil, derrière ce lieu commun? Non, pour moi, cette idée ne vaut rien. D'abord, cette notion que le capitalisme va s'effondrer, bien sûr, elle est sous-jacente dans le Capital, mais enfin, c'est surtout... Elle est même explicite, non Oui, mais c'est surtout une idée du manifeste, que Marx écrit en 48. Le premier volume du Capital sera publié en 67. Quand Marx fait le manifeste, il n'a pas encore étudié l'économie, il faut bien dire ce qui est, ou du moins il en a une connaissance qui est encore très superficielle. Il croit qu'il va aller très très vite, ça va lui demander quelques semaines, quelques mois à la bibliothèque, et puis il va connaître. Et en fait, jusqu'à la fin de sa vie, il sera toujours
toujours en train de faire la 8e version du livre 2, vous voyez. Alors là, il se trompe un petit peu dans l'échelle par rapport au temps. Donc cette idée catastrophiste, oui, elle est bien dans le manifeste. Dans le Capital, les choses se nuancent pour 2 raisons. La première raison, c'est que Marx travaille. C'est-à-dire qu'il étudie depuis des années de façon incroyablement sérieuse, justement, l'économie. Et deuxièmement, le capitalisme évolue aussi. Hein. Donc, les choses se transforment. Hein. Et bon, cette thèse, elle est encore un peu là. Par exemple, le livre 1, qui est le seul que Marx a publié de son vivant. Donc, à la fin du livre 1, il y a des passages extrêmement connus où Marx parle de la loi de la paupérisation. Et tout ça a donné lieu à des interprétations tout à fait fausses en termes de paupérisation absolue, des choses comme ça. Là, on va retrouver un petit peu le discours catastrophiste. Parce que Marx a le sentiment que le capitalisme vraiment, détruit graduellement la condition des travailleurs. Et que donc la vague de révolte, qu'il envisage, va se produire et va balayer comme ça le système. Donc le capitalisme est son propre fossoyeur, selon l'expression, on retrouve ça. Quand on arrive dans le livre 2, on est dans un livre, et je dis c'est sur lui que Marx travaillait à la fin de sa vie, qui est extrêmement technique. Il s'agit d'expliquer ce qu'est le capital au sens ce qu'est un capital véritablement, vous voyez, au sens de la gestion des entreprises. Bon. Et là, ça s'ouvre vers la comptabilité nationale, c'est-à-dire les statistiques de production, des choses comme ça. Bon. Et puis, quand on arrive au livre 3, on est dans des mécanismes que je rappelais tout à l'heure, changement technique, mécanismes financiers, tout ça. Alors là, on a un Marx qui est vraiment économiste, dans un sens très, très étroit, et qui est en train d'essayer de comprendre comment ça marche. Hein. Et c'est très compliqué. Il a des intuitions absolument remarquables, qui sont encore des clés tout à fait importante pour comprendre l'histoire du capitalisme moderne. Hein. Alors justement, allons-y, puisque le diagnostic d'un capitalisme qui s'effondre sous le poids de ses propres contradictions ne vaut rien, sinon peut-être pour faire un effet de manche à la tribune de temps en temps, si ce diagnostic-là ne vaut rien, quelles sont, selon vous, peut-être c'est une bonne façon d'entrer dans le Capital après tout, quelles sont selon vous les intuitions qui, à vos yeux, Gérard Duménil, gagnent à être lues et surtout nous permettent de lire ce que nous vivons? Bien, alors, par exemple, on ne pourra pas toutes les citer, mais... Non, mais parce qu'il y en a des quantités. Hein. Par exemple, vous savez, on a beaucoup parlé chez Marx, les gens qui connaissent un petit peu Marx connaissent ce qu'on appelle la tendance à la baisse du taux de profit. Voyez, c'est-à-dire que Marx avait cette idée que le capitalisme a cette propriété que de manière récurrente, le capitalisme va entrer dans des phases où la rentabilité du capital diminue. Rentabilité du capital diminue, ça veut dire que les entreprises gagnent de moins en moins par rapport à ce qui a été investi, voyez-vous. Alors, et qu'elles compensent cela par une diminution des droits elles essaient de lutter contre ça par toutes sortes de mécanismes. Toutes sortes de mécanismes, en particulier en pressurant, bien sûr, le citron. Ça, il n'y a pas de doute. Le citron, ici, c'est l'ouvrier. Allez-y. Oui. Donc, ça c'est un mécanisme. Ce mécanisme, il a une pertinence historique énorme, en ce sens que le capitalisme est effectivement entré dans des grandes crises, vous voyez, comme à la fin du 19e siècle, dans les années 1890, ou comme dans les années 70, qui étaient vraiment liées à, on peut nous l'étudier maintenant avec les données statistiques dont nous disposons, qui étaient liées à un tel mouvement. Mais il faut dire aussi que la crise actuelle n'est pas une crise de ce type. Voyez-vous, la crise actuelle, comme la crise de 1929, comme on l'appelle en France, la grande dépression des années 30, comme on dit aux États-Unis, ou la crise actuelle ne sont pas des crises de ce type. Alors que c'est une crise plutôt d'explosion. Voyez-vous, une crise d'explosion en ce sens que les classes capitalistes et leurs alliés dans la société, en particulier toutes les fractions de la haute gestion, si vous voulez, qui sont extrêmement importantes dans le capitalisme actuel, vont pousser, en collaboration avec les gouvernements, les mécanismes économiques et sociaux à la limite, les entraînant dans la mondialisation, les entraînant dans l'innovation financière folle, les entraînant dans la déréglementation. Et là, voyez-vous, on est très près de la perspective catastrophiste du Marx, du manifeste, en effet, parce que Marx a véritablement cette vision, voyez, d'un capitalisme fou qui fonce dans le mur, voyez, en allant toujours plus loin, parce que ces classes dirigeantes veulent toujours plus. Eh bien, la crise actuelle, comme la crise de maintenant, c'est une crise de ce type. Alors, pourquoi pas l'explosion finale ? Eh bien, parce que nous savons, et Marx le savait déjà, je crois, quand il était dans la période de sa maturité, que le capitalisme a aussi une grande capacité à se transformer. Voyez-vous, par exemple, quand Marx explique ces tendances récurrentes du taux de profit à baisser, eh bien, il nous explique aussi que le capitalisme va trouver des quantités de contre-tendances, qui va s'adapter à ce genre de choses. Voyez-vous. Et en fait, quand on interprète historiquement dans une problématique marxiste l'histoire du capitalisme, eh bien, c'est tout à fait dans ce schéma logique-là que l'on est. C'est-à-dire un capitalisme qui se trouve confronté
à des explosions, à des crises de rentabilité ou à des crises de folie, comme je décrivais tout à l'heure, comme la crise actuelle. Et puis, finalement, qui, à travers une période douloureuse, difficile, va trouver de nouveaux équilibres, va trouver de nouvelles trajectoires. Alors, vous avez parlé des classes capitalistes et de leurs alliés. Est-ce que le propos de Marx, et en l'occurrence le vôtre également, Gérard Duménil, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, en somme, entre la description de mécanismes et la désignation d'un adversaire? Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction à l'intérieur peut-être du capital, et une contradiction qui peut-être traverserait d'ailleurs l'œuvre de Marx, entre l'explication et une explication qui culmine dans la désignation d'un adversaire, c'est-à-dire une explication qui finalement aboutit à un antagonisme? Pour prendre le phénomène de la mondialisation, faut-il imputer la mondialisation à l'incurie des classes possédantes, ou bien faire de la mondialisation une conséquence inévitable de la plus grande célérité des transports ou du développement des communications? Il y a plusieurs façons d'expliquer ce phénomène. Est-ce que l'explication d'un phénomène par la désignation de son coupable n'est pas en soi contradictoire? En somme, est-ce que le Marx militant ne rentre pas en contradiction avec le Marx économiste? Non, je ne crois pas du tout, si vous voulez. Non, non. Et chez Marx, voyez-vous, c'est une pensée assez complexe, assez subtile, il faut le reconnaître. On l'a dit tout à l'heure, le capital, on est toujours, voyez-vous, à la jonction de ces divers types de mécanismes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des processus économiques, sont-ils déterministes? Ils sont chargés d'un certain déterministe, vous voyez, d'un certain déterminisme. Et puis un certain, vous l'écrivez en 2 mots. Bien sûr, et non pas d'un déterminisme incertain. Bon, mais de l'autre côté, il y a aussi les luttes de classe. Les luttes de classe, ça veut dire, évidemment, pour Marx, c'est très important, les luttes des classes dominées, puisque lui pense que la sortie de l'humanité, de son stade actuel dans lequel nous sommes toujours, qu'il qualifie de préhistoire de l'humanité, ne peut passer que par la lutte des opprimés. Ça, c'est complètement cette vision. Donc vous avez toujours, ces deux choses se rencontrent. Par exemple, Marx a écrit des très belles phrases, enfin que je ne cite pas mot à mot exactement, dans lesquelles il dit, dans ses œuvres politiques, ce sont les hommes qui les font leur propre histoire, mais ils la font dans des conditions déterminées. Et là, vous pourriez ajouter, si vous voulez, entre parenthèses, conditions économiques déterminées, bien entendu. Donc, on est toujours, voyez-vous, un peu en déséquilibre. Toute la pensée de Marx se fait à ce niveau-là, entre une machine économique, voyez-vous, et puis de l'autre côté, des mouvements de classe, des confrontations, des initiatives. C'est-à-dire entre un déterminisme et la responsabilité qu'on impute à tel ou tel. Exactement, exactement. Et comment être responsable si on est déterminé? Mais si on prend par exemple le néolibéralisme et la mondialisation néolibérale qui n'est qu'une des modalités, enfin un des aspects du néolibéralisme. Le néolibéralisme s'est développé depuis le début des années 80 ou la fin des années 70, enfin 79 disons. Par exemple dans le monde, quand on analyse un phénomène comme celui-là, on voit très très clairement surgir une volonté de classe. Non pas une volonté individuelle, si vous voulez, mais une volonté collective de classe, qui a été de rétablir le pouvoir et les revenus de classe capitaliste. Et ça, il suffit d'étendre le capitalisme aux classes les plus démunies, c'était le programme des conservateurs. Il se trouve que quand on a fait une semaine sur le libéralisme, on a entendu Margaret Thatcher faisant campagne. C'était tout à fait intéressant d'ailleurs de l'entendre faire campagne. Et elle disait, nous les conservateurs croyons au capitalisme populaire. C'était ça son credo de campagne. Et elle considérait que elle, fils de petits commerçants d'ailleurs, elle souhaitait finalement à ses compatriotes d'avoir le statut de possédant, d'actionnaire, qu'elle refusait de réserver à une élite financière. Bien, mais alors il faut distinguer quand même entre la réalité et la propagande. Margaret Thatcher, dont les petites phrases sont bien connues, par exemple, il n'y a pas d'alternative, sous-entendu au néolibéralisme. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Aux États-Unis, par exemple... L'expression est de vous, argent comptant, Gérard Duménil. Allez-y. Je pense justement qu'elle tombe bien. Si on voit par exemple aux États-Unis, vous avez par exemple des salariés, des professeurs, je sais pas, qui vont avoir des fonds de pension, comme on les appelle, c'est-à-dire des fonds de retraite, qui donc de ce point de vue-là vont devenir détenteurs de certains portefeuilles pour leur vieux jour. Mais tout ça ne transforme pas l'ensemble du salariat en une nouvelle classe capitaliste, si vous voulez. Et donc là, dans ce type de formulation, c'est-à-dire nous on travaille pour que tout le monde devienne capitaliste, il faut bien comprendre que là on est à 100% dans le champ de la propagande pure et simple.
hein, et ça fait partie d'ailleurs du dispositif général du néolibéralisme. Hein. Et par exemple, alors sortons de Margaret Thatcher, prenons un autre exemple. Dans Germinal, Zola, à un moment, présente ce personnage étonnant, le personnage de Souvarine, l'anarchiste Souvarine qui finit par faire exploser le Voreux. Souvarine, la colère lui monte un jour quand il découvre, il lit dans les journaux que 2 ouvriers ont gagné au loto et que, ayant gagné au loto, quel est leur but maintenant? De ne plus rien faire et de vivre comme des rentiers. Et Souvarine, à ce moment-là, d'en conclure, devant les ouvriers d'ailleurs à qui il s'adresse, il leur dit: vous n'êtes pas à la hauteur du bien qu'on vous veut, vous n'en êtes pas capable, tout ce que vous voulez devenir, c'est des bourgeois. Est-ce que la propagande, ce que vous désignez comme propagande, n'est pas en écho justement avec ce que Souvarine, qui n'est pas néolibéral, c'est le moins qu'on puisse dire, décrit? Mais bien entendu, nous ne parlons pas de comportement individuel. Si vous faites gagner je ne sais qui à la loterie des sommes extraordinaires, même peut-être moi, hein, je ferais peut-être pas comme Marx quand il était jeune, c'est-à-dire donner ça à un mouvement politique et me retrouver dans une mouise noire qui est la mouise qu'il a vécue. Hein. Donc on ne parle pas là de comportement individuel. Les hommes ont ceci, si vous voulez, c'est qu'ils ont cette tendance, bien entendu, à bénéficier des conditions dans lesquelles ils peuvent se trouver, à se désolidariser. Mais alors justement, si Marx a apporté quelque chose justement dans la vision de l'histoire, dans sa vision de la lutte des classes, c'est ça. On pourrait appeler ça une sorte de matérialisme, si vous voulez, mais il faudrait vraiment parler expliquer ce terme lui-même. On n'est pas du tout dans des conduites subjectives individuelles. Hein. On est véritablement dans une dynamique historique. Et ça, on le sait très bien, et ça s'est reproduit je ne sais combien de fois. Lorsque le capitalisme a produit la violence de sa propre élimination, qui a conduit aux révolutions, car elles ont eu lieu, comme la révolution russe par exemple, hein, eh bien on sait très bien que qu'est-ce qui s'est passé? Ces processus ont abouti à la recréation de nouvelles classes dominantes, et pas forcément des plus sympathiques. Hein. Bon, donc il y a ça. Vous parlez de 17 ou de 89? Non, je parle de 17, oui. Et qui va conduire à 89, mais le pire, c'est tout ce qui est entre les deux. C'est 89 qui conduit à 17. Oui, hein. enfin, comme vous voulez. Bon. Hein, mais surtout, bon. Donc là, on sait très bien que cette tendance, elle est là. Hein. Voilà. Alors, le message que Marx essaie de faire passer, et qu'il a l'impression de lire dans l'histoire, c'est celui de susciter ces luttes qui sont des luttes qui doivent, évidemment, qui doivent être des luttes de masse, qui doivent entraîner derrière elles des grandes fractions de la population, de façon à faire cesser ce système, c'est-à-dire sortir l'humanité de sa division en classes, la faire échapper à sa division en classes, hein, et la sortir de l'aliénation, enfin, ce sont selon ces termes. Le caractère fétiche de la marchandise et son secret. Une marchandise paraît au premier coup d'œil quelque chose de trivial et qui se comprend de soi-même. Notre analyse a montré au contraire que c'est une chose très complexe, pleine de subtilités métaphysiques et d'arguties théologiques. En tant que valeur d'usage, il n'y a en elle rien de mystérieux, soit qu'elle satisfasse les besoins de l'homme par ses propriétés, soit que ces propriétés soient produites par le travail humain. Il est évident que l'activité de l'homme transforme les matières fournies par la nature d'une façon à les rendre utiles. La forme du bois, par exemple, est changée si l'on en fait une table. Néanmoins, la table reste bois, une chose ordinaire et qui tombe sous les sens. Mais dès qu'elle se présente comme marchandise, c'est une toute autre affaire. À la fois saisissable et insaisissable, il ne lui suffit pas de poser ses pieds sur le sol, elle se dresse, pour ainsi dire, sur sa tête de bois en face des autres marchandises et se livre à des caprices plus bizarres que si elle se mettait à danser. Me gusta tu color café y tu pelo café. Cuando bailas tú pa' mí, en tu cuerpo veo café. Tengo la necesidad de acariciar tu piel con el son de tu pulsera y el ritmo de tu
Gérard Duménil est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce jeudi, dans une semaine sur Marx et autour de la pensée de Marx. C'est du Capital, tout simplement, que nous parlons aujourd'hui. Natural o torrefacto, me da igual como tomarlo, en el fuego de tus ojos, tostándome a tu lado. Gérard Duménil, évidemment, nous n'avons pas le temps de rentrer dans tous les détails du Capital, mais s'il fallait peut-être en explorer un, ce serait sa théorie de la marchandise. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je vous propose qu'on y aille. La question de la marchandise dans le Capital et le rapport entre la valeur d'usage et la valeur d'échange et peut-être l'actualité justement de ce problème qui est tout entier d'ailleurs hérité d'Aristote chez Marx. Gérard Duménil. Bon, vous venez de lire un extrait qui est lié au fétichisme de la marchandise au début du Capital. Alors ça, c'est très important. C'est magnifique d'ailleurs. Par rapport à ce qu'est Marx, exactement. Vous comprenez, il y a deux Marx. Hein. Enfin, il y en a N. Hein. Mais en tout cas, si on regarde le Capital globalement, il y en a certainement deux au moins à ce point de vue-là. C'est d'abord, il y a ce Marx qui a ces espèces d'envolées fantastiques et il faut voir ce à quoi ça se relie par rapport au jugement qu'il porte sur l'humanité et sur son évolution. Et puis un autre Marx qui est un Marx technicien. Vous voyez, si vous avez un Marx aussi des exemples numériques, parce qu'il ne fait pas des mathématiques, mais il manie sans arrêt des additions de millions de je ne sais quoi. Hein. Donc il y a vraiment deux Marx. Alors vous avez cité le Marx formidable, enfin celui qui plaît, celui qui est extrêmement agréable à lire. Celui qui est poète. Ah, voilà, exactement. La marchandise qui se met à danser, c'est voilà, génial. Mais surtout, l'idée, elle est très simple, hein, parce que c'est ce qui se trouve derrière les idées de société de consommation, hein, l'idée d'aliénation par la consommation. Parce que effectivement, ce que Marx explique là-dedans, c'est que finalement, la marchandise, ou le rapport marchand, si vous voulez, finit par dominer l'homme, hein, qui en devient le jouet, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Alors que pour Marx, le rapport marchand, la marchandise, c'est vraiment des rapports entre les hommes. Voyez-vous, c'est la division du travail dans la société. Division du travail parce que l'aumônier ne fait pas ce que fait le forgeron. Si vous voulez, mais aussi division du travail au sens des hiérarchies, au sens... Vous avez dit l'aumônier ? Non, le meunier. Ah, le meunier, non, oui. Je me demandais quelle était la marchandise de l'aumônier, en l'occurrence. Eh bien, vous le connaissez, vous la connaissez. Bon, et donc, ça vend un aumônier vend des bénédictions. Hein. Mais, non, le meunier, c'est un peu vieillot. Hein. J'aurais pu peut-être prendre un exemple d'actualité. Allons, alors, le meunier, le forgeron, donc, si vous voulez, il y a cette division du travail, et le reproche que fait Marx, enfin, disons, l'analyse que fait Marx, c'est que tous ces rapports marchands ne sont plus perçus comme des rapports entre les hommes, ne sont plus perçus comme des rapports entre les classes, mais ils sont perçus comme des rapports entre les choses. Ce qui fait que pour lui, voyez-vous, la marchandise finit par s'animer, devient une sorte de fétiche qui règne sur nos esprits et qui finit par dominer comme dans un rapport de type religieux. Hein. Est-ce que Marx permettrait de comprendre, par exemple, le comportement de l'adolescent qui veut acheter des marques ? Il veut acheter des marques. Il veut acheter des marques, il veut des fringues avec des marques, comme on dit. Oui, bien entendu. Ça c'est tout à fait le genre de choses que Marx analyse quand il parle de ce fétichisme de la marchandise. Hein. Là, il est évident que l'analyse de Marx n'a absolument pas vieilli. Hein. Au contraire, on est à 100% là-dedans. Alors, venons-en à cette distinction aristotélicienne d'abord et puis marxiste, aristotélo-marxiste, si j'ose dire, entre valeur d'usage et valeur d'échange. Dans quelle mesure est-ce une déchéance, si j'ose dire, de passer de la valeur d'usage à la valeur d'échange dans le système marxiste, ou bien n'est-ce pas le cas ? Non. Marx dit la marchandise est chose double. Hein. Elle est valeur d'usage et valeur d'échange, qui est la terminologie de son époque, ou plus rigoureusement, dit-il, elle est valeur et objet d'utilité. Voyez-vous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand un économiste parle d'une marchandise ou n'importe quoi, en fait, il pense deux choses à la fois. C'est-à-dire, il pense quelque chose qui sert, hein, qui peut d'ailleurs détruire la santé, enfin n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec une utilité, réelle, hein, mais donc qui quelque chose qui a une fonction. Voilà, qui est désiré, quelque chose qui est désiré parce que ça a un usage ou un autre, ça peut tuer, mais c'est pas grave. Hein. Bon, et puis de l'autre côté, valeur d'échange, ça veut dire une petite parcelle du travail de l'ensemble de la société. Hein. Ce pantalon avec sa marque machin, et bon, il a été produit, je sais pas, peut-être par une femme dans la maquiladora au Guatemala, hein, et donc il est un petit bout du travail, enfin la matérialisation d'un petit bout du travail de quelqu'un dans un coin du monde. Eh bien, ça, dit Marx, c'est une marchandise.
Et cette marchandise, l'analyse, le capital commence par l'analyse de la marchandise. Pourquoi? Parce que ça produit le concept de valeur. Voyez-vous. Et Marx met de côté l'objet d'utilité. Il faut bien sûr que ce soit objet d'utilité pour qu'il y ait marchandise. Si ça servait à rien, ce ne serait pas une marchandise, vous comprenez? Mais lui, ce qui va l'intéresser, c'est le côté valeur au sens strict, c'est-à-dire valeur d'échange, mais qu'il appelle valeur tout court. Voyez-vous. Pourquoi? Parce que le capital, dit Marx, c'est de la valeur prise dans un mouvement d'auto-accroissement. Donc, la définition du capital, vous comprenez bien que c'est au centre du livre qui s'appelle Le Capital. Et le livre s'appelle Le Capital parce que c'est l'analyse du système capitaliste. Tout ça est extrêmement logique. Alors effectivement, c'est imparable, mais est-ce qu'il faut distinguer valeur d'usage et valeur d'échange comme on distinguerait la qualité de la quantité? Pour là encore prendre un phénomène contemporain, bien souvent, des grandes entreprises, vantant leurs produits, font valoir le fait que ce qu'elles vendent est en un sens irremplaçable, tout à fait singulier, n'est-ce pas? On ne compte plus les slogans qui brandissent le sens de l'authentique. Nous avons de l'authentique en série, n'est-ce pas? De l'authenticité qui est produite en usine. À la fois, plus le mouvement mortifère du capitalisme et de la reproductibilité indéfinie des objets se met en place, plus il semble que la loi du marché vante les mérites de ce qui n'est pas reproductible ou de ce qui se présente, quoique reproduit, comme non reproductible. Est-ce que Marx permet de penser cela, ce phénomène purement publicitaire en un sens d'ailleurs? C'est-à-dire que, bien entendu, tout vendeur de marchandises, il a vis-à-vis de vous un double rapport. Le premier rapport, c'est de présenter son produit, sa marchandise comme quelque chose d'exceptionnel et d'irremplaçable parce qu'il veut que vous l'achetiez. De l'autre côté, la valeur d'usage est pour lui tout à fait palpable parce que vous allez passer à la caisse. Et c'est justement en passant à la caisse que tout ça devient le capital, rentre dans le circuit, si vous voulez, du capital de l'autre côté. Et bon, l'analyse, le concept de valeur d'usage tel qu'il est chez Marx, évidemment, c'est une des phases de la marchandise, donc il fait complètement partie de son système. Mais les économistes n'étudient pas les valeurs d'usage. Si vous voulez, c'est-à-dire qu'un économiste se demande pas... Parce que ça n'est pas quantifiable. Non, pas pour ça, mais un économiste, c'est pas son objet, se demande pas à quoi sert un livre, à quoi sert un beefsteak, à quoi sert une voiture, etc. C'est pas l'objet de l'économie, on peut parfaitement étudier ces choses-là. Donc, la valeur d'usage, elle apparaît là dans la marchandise, etc. Elle est le support de la valeur, mais Marx écrit ça tout à fait explicitement, ça n'est pas ce que l'économiste étudie. Ce que l'économiste étudie, c'est justement la valeur elle-même et derrière la valeur, le capital, etc. Et tous ces mécanismes que ça va engendrer. C'est étrange que Marx soit revendiqué ou brandi par ceux qui prétendent sortir justement d'un univers intégralement quantifiable, qui explique que finalement tout ne se réduit pas à de la quantité, qu'il y a aussi ce qui ne s'achète pas, et c'est en général à l'appui du plus économiste des économistes qu'on tient ce discours-là. Si vous voulez, Marx lui-même, il nous parle de quoi dans le livre? Il nous parle du capital, de la production capitaliste. C'est dans la production capitaliste que tout est réduit à ces chiffres, que tout est réduit à cette mise en valeur du capital, etc. Mais lui, il se bat pour quoi? Il se bat pour changer cet ordre social-là. Il se bat pour que la production redevienne quelque chose d'autre en tant qu'acte de production. Il se bat pour que la consommation redevienne quelque chose d'autre. Il se bat pour que les rapports entre les hommes deviennent d'autres rapports, redeviennent transparents, ne soient pas aliénés dans la marchandise, justement. Donc Marx, il se bat contre tout ça. Mais son discours, bien entendu, toute la théorie qu'il construit, c'est pour nous permettre de penser ce qu'est le capital. Donc il doit nous parler de ce qu'est le capital, et non pas simplement du monde que lui voudrait substituer à la réalité du système capitaliste. Quel est le Marx qui l'emporte dans le Capital? Le Marx qui se bat pour l'autre monde ou bien le Marx qui décrit celui qu'il aborde? Non, le Capital, c'est véritablement un ouvrage d'analyse de la production capitaliste. Il y a deux choses dans le Capital. Premièrement, la production des grandes notions, c'est-à-dire, si vous voulez, des définitions, mais des définitions très sophistiquées et reliées les unes aux autres. Qu'est-ce que c'est que la marchandise? Qu'est-ce que c'est que le capital? Qu'est-ce que c'est que la valeur? Qu'est-ce que c'est que le profit? Qu'est-ce que c'est que la circulation du capital, la monnaie, etc. Ça, c'est une chose. Et puis, une deuxième chose, qui sont des mécanismes typiques de la production capitaliste, par exemple, la crise, le changement technique, voyez-vous, des choses comme ça. Donc, dans le Capital, vous avez la juxtaposition de ces deux choses-là. Viennent se brancher là-dessus des développements historiques extrêmement intéressants. Par exemple,
Marx consacre de long développement à ce qu'il appelle la coopération, le machinisme et la grande industrie, la manufacture. Il consacre de long développement à la lutte pour la limitation de la journée de travail, comment les ouvriers se sont battus, si vous voulez, pour la journée de travail de 8 heures. Donc le Capital, c'est tout ça. La marchandise que je t'ai vendue se distingue de la tourbe des autres marchandises parce que son usage crée de la valeur, et une valeur plus grande qu'elle ne coûte elle-même. C'est pour cela que tu l'as achetée. Ce qui pour toi semble accroissement de capital est pour moi excédent de travail. Toi et moi, nous ne connaissons sur le marché qu'une loi, celle de l'échange des marchandises. La consommation de la marchandise appartient non au vendeur qui l'aliène, mais à l'acheteur qui l'acquiert. L'usage de ma force de travail t'appartient donc. Mais par le prix quotidien de sa vente, je dois chaque jour pouvoir la reproduire et la vendre de nouveau. Abstraction faite de l'âge et d'autres causes naturelles de dépérissement, je dois être aussi vigoureux et dispos demain qu'aujourd'hui pour reprendre mon travail avec la même force. Tu payes une force de travail d'un jour quand tu en uses une de 3. Tu violes notre contrat et la loi des échanges. Je demande donc une journée de travail de durée normale. Et je la demande sans faire appel à ton cœur, car dans les affaires, il n'y a pas de place pour le sentiment. Tu peux être un bourgeois modèle, peut-être un membre de la Société protectrice des animaux, et par-dessus le marché en odeur de sainteté, peu importe. La chose que tu représentes vis-à-vis de moi n'a rien dans la poitrine. Ce qui semble y palpiter, ce sont les battements de mon propre cœur. J'exige la journée de travail normale, parce que je veux la valeur de ma marchandise comme tout autre vendeur. L'économiste Gérard Duménil est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour parler du capital aujourd'hui dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins consacrent à la pensée de Marx. On vient d'entendre un extrait du livre 10 sur la journée de travail, une sorte de prosopopée du travailleur d'ailleurs, ce qui n'est pas une façon de dire que le travailleur ne parle pas, mais en l'occurrence c'est vraiment, on a très clairement le sentiment que Marx se fait la voix des sans-voix et dit ce que les autres pensent et n'ont pas les moyens de dire ou qu'on ne leur permet pas de dire. En l'occurrence, la voix du travailleur s'élève contre le capital, contre le bourgeois et le tutoie, comparant l'accroissement du capital de l'un à l'excédent de travail de l'autre. Et étonnant moment dans lequel il dit je demande une journée de travail normale sans faire appel à ton cœur, car c'est mon cœur qui bat dans ta poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Gérard Duménil, selon vous? Bien entendu, si vous voulez, Marx... Hormis le fait que c'est, là encore, magnifique. Il faut insister sur le fait qu'il y a dans le Capital des passages magnifiques. C'est important pour nos auditeurs qui ne sont pas économistes et qui pourraient être légitimement rebutés par les passages les plus techniques de l'œuvre, mais en revanche, sincèrement enthousiasmés par des passages comme ceux qu'on vient d'entendre, la marchandise ou bien la prosopopée du travailleur. Bien entendu, Marx ne va pas présenter le rapport du travailleur ici dans sa revendication comme quelqu'un qui demanderait un service ou qui, demanderait l'aumône à la classe capitaliste. Le travailleur se positionne tout de suite dans un rapport de droit et dans un rapport qu'il veut établir comme d'égal à égal. Bon, donc là, on est tout à fait dans la pensée de Marx, dans sa pensée de l'exploitation. C'est très simple, vous savez, chez Marx, il n'y a que le travail qui crée la valeur. Voilà. Toute classe qui ne vit pas véritablement de son travail, au sens de travail de production, est quelqu'un qui vit d'un rapport d'exploitation. Donc toute la partie de la journée de travail, où le travailleur va travailler plus que ce qui est nécessaire pour produire ce qu'il va lui-même consommer, eh bien, ça appartient à un surplus, la plus-value, voilà, qui va être la base du profit du capitaliste, et ça s'appelle exploitation. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer, à l'appui, avec Marx, la lecture de Marx à l'appui, que le slogan de l'actuel président de la République, « Travailler plus pour gagner plus », est un alibi de l'exploitation de l'homme par l'homme, selon vous, Gérard Duménil? Mais travailler plus pour gagner plus, si vous voulez, c'est véritablement la réponse à la
plus exactement la justification de la transformation d'un ordre social. C'était retourner des arguments comme une chaussette, si vous voulez. Hein. Nous sortons de décennies de l'après-guerre, qui étaient des décennies où se sont développés, ça avait déjà commencé avant-guerre, des systèmes de protection sociale, une assistance aux plus faibles, une assistance aux personnes en difficulté. Des luttes contre les inégalités, la progression de pouvoir d'achat, la progression de l'éducation. Et on est entré dans un nouveau système dont notre président est un des grands représentants dans le monde actuel, où il s'agit de nier l'ensemble de ces conquêtes, où il s'agit de les retourner dans une continuité thatchérienne ou dans une continuité je pense à Ronald Reagan tout de suite. Hein. Donc il s'agit de retourner tout ça, il s'agit de dire le contraire. Donc on est dans la provocation, si vous voulez. Hein, on est de la provocation dans la négation des conquêtes de la situation antérieure. On dit aux gens, si vous voulez gagner plus, vous n'avez qu'à travailler plus. Mais évidemment, on sait très bien que par ailleurs, il y a une masse de chômeurs. On sait très bien que ce n'est pas du tout facile pour tout le monde de trouver un emploi. Hein. On sait très bien que ceux qui, pour échapper justement au chômage, vont créer leurs entreprises, ils ont je ne sais combien de chances sur 100 de se casser la figure également. Hein. Et ceux qui disent, par exemple, un chef d'entreprise disant, moi, il faut absolument que je diminue les salaires de mon entreprise, sinon je mets la clé sous la porte, parce que dans le contexte de la loi de la jungle, de la mondialisation, etc., je ne peux pas lutter avec des Coréens, je dis n'importe quoi, mais dont le coût de travail est infiniment moindre que ce que ça me coûte à moi, et donc il faut absolument que je joue ce jeu-là, sinon je n'ai pas les mêmes armes dans la grande guerre, la guerre sans armes, et encore que constitue la mondialisation. Est-ce que celui qui dit cela, comment faut-il entendre ce qu'il dit? Faut-il y voir l'application du schéma marxien de la loi de baisse tendancielle dont on parlait tout à l'heure, du taux de profit, ou bien faut-il tout simplement entendre les arguments d'un entrepreneur qui, sans ça, met la clé sous la porte? Bien entendu, mais parce que cet entrepreneur vit dans un monde où les frontières ont été ouvertes. Elles ont été ouvertes délibérément par les gouvernements que cet entrepreneur a contribué à mettre en place. Oh, pas forcément, ne lui faites pas de procès d'intention, on ne connaît pas son vote. Non, ça, c'est une autre affaire. Très bien, mais je parle de la grande majorité. Hein. Bon, donc, si vous voulez, il y a une concurrence actuellement dans le monde. Une concurrence entre un travailleur français et un travailleur chinois. Hein. Mais il y a une concurrence aussi entre un travailleur chinois et ce que j'appelais tout à l'heure un travailleur du Guatemala, hein, parce que cette concurrence-là, elle existe aussi, ou un travailleur vietnamien avec des salaires très très faibles. Donc l'entrepreneur, qu'il ait voté n'importe quoi, hein, mais quand même, cette transformation sociale, elle n'est pas sortie, elle n'est pas venue du peuple, hein, elle n'est pas venue des grandes masses populaires. Bon. Donc ils ont créé cet ordre. Pourquoi ? À l'image dans la finalité de leurs propres intérêts. Donc maintenant, bien entendu, ils peuvent toujours évoquer la concurrence internationale ou ils peuvent évoquer les règles européennes. Hein, et un gouvernement peut dire nous ne pouvons rien faire parce que nous avons les règles européennes. Mais qui a voté ces règles européennes? Qui a créé cette mondialisation? C'est ça la question qu'il faut poser. Dans une perspective marxiste, le procès n'est jamais un procès individuel par rapport à un chef d'entreprise. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est une dynamique historique. Ce qui est en jeu, c'est un ensemble de luttes qui ont abouti à la constitution de ce monde actuel. La question marxiste, est-ce qui a produit cela ou est-ce qu'est-ce qui a produit cela? Parce que ce n'est pas la même question. Dans un cas, effectivement, il y a la désignation d'une classe comme responsable des maux dont elle fait également les frais. En cas de crise financière, par exemple, avec les entreprises qui, effectivement, mettent la clé sous la porte. Dans l'autre cas, si on est dans la désignation d'un mécanisme, qu'est-ce qui a provoqué cela? Alors, d'une certaine façon, tout le monde est dédouané. Alors, quelle est la question, en l'occurrence? Non, il n'y a pas de mécanisme automatique, hein. Tous ces mécanismes sont le produit de dynamiques sociales qui sont portées par des classes. Ça n'est pas une intention individuelle d'un individu capitaliste, etc., bien que les individus aient des idées, qu'ils occupent des postes et qu'ils agissent, mais c'est la formation d'un processus qui est un processus qui a une base collective, qui a été parfaitement délibéré. Et c'est très facile de comprendre qu'elle était parfaitement délibérée parce que justement, dans le capitalisme actuel, surtout celui d'il y a quelques années, hein, eh bien, vous avez ce discours de la droite qui est un discours aux États-Unis, en Europe, vous avez ce discours de l'Angleterre, etc., qui est un discours qui revendique cela. C'est-à-dire que on arrive, à des situations aux États-Unis, vous avez les néoconservateurs, ils revendiquent tout de manière complètement explicite, y compris la guerre, y compris l'impérialisme, y compris nous sommes un empire, etc. Toutes ces choses, dans les années qui ont précédé, enfin, pas hier, si vous voulez, mais dans les années récentes, sont des choses qui sont venues jusqu'à l'aveu
hein, qui sont venus. De toute façon, dans les faits, ces volontés sont identiques. Il faut bien comprendre qu'après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, si on revient à votre question de la mondialisation et de l'effet sur les travailleurs, les pays d'Amérique latine avaient mis en place un système qu'on appelait un système d'industrialisation, de substitution d'importation. Ça voulait dire, le Brésil n'a pas besoin d'importer les brosses à dents françaises parce qu'il est parfaitement capable de produire des brosses à dents. Donc, on bloquait par des taxes ou des interdictions les ventes de brosses à dents de la France au Brésil. Et le Brésil faisait ses brosses à dents. Les constructeurs d'automobiles français, hein, s'ils voulaient vendre des voitures au Brésil, ils n'avaient qu'une seule possibilité. C'était d'aller construire des usines au Brésil et de faire fabriquer des Renault, des je ne sais quoi, au Brésil pour les vendre sur le territoire brésilien. Tout ça, c'est un ordre social qui produisait des résultats. Hein, l'Amérique latine, si vous prenez le Brésil, elle se développait dans ces décennies avec des taux de croissance de 9% par an. Bon, arrive le néolibéralisme, hein, le début des années 80, on nous retombe à l'étau, on met tous les travailleurs du monde en concurrence. Vous comprenez bien ? Mais ça, c'est la violence capitaliste, à l'état pur, voyez-vous. Et c'est la violence capitaliste. Là, effectivement, on trouve l'esprit du manifeste. Hein. On trouve vraiment l'esprit du Marx le plus virulent, avec ses effets littéraires extrêmement puissants, etc., hein, tels que ceux que vous avez illustrés tout à l'heure. On en revient véritablement à cette violence à l'état pur. Mais si, Gérard Duménil, on est dans l'ordre à ce moment-là de l'imputation volontariste, en somme. Collective. Collective, volonté collective, Oui. ça reste une volonté. Ça reste une volonté. Ça reste une volonté. Absolument. Vous avez distingué à bon droit volonté individuelle et volonté collective, il faut le faire. Néanmoins, mettons la volonté d'un ensemble ou d'une classe, tout simplement. Si l'on est dans ce discours-là, qui justifie les diatribes de Marx et le fait qu'il fulmine à bon droit, justement, contre ces mauvaises volontés, est-ce qu'il ne se heurte pas par là même, du coup, à une anthropologie pessimiste qui fait qu'en somme, il faudrait, pour que le capitalisme connaisse le sort qu'il lui prédit, il faudrait que les volontés en question s'amendent. Est-ce que finalement, le problème du propos de Marx, ça n'est pas qu'il repose également, par-delà la description des mécanismes, qu'il repose également sur une réforme de l'entendement et une réforme de la volonté, dont l'homme, tout simplement, en tout cas celui qui appartient à une certaine classe, n'est pas capable. Mais le message central de Marx, c'est exactement la réponse à ce que vous dites tout de suite. C'est-à-dire que Marx ne compte absolument pas sur la capacité de ces classes de s'amender et ne repose absolument pas sur... Et là, ça nous renverrait plus concrètement à l'époque sur le caractère éclairé de la pensée du prince, si vous voulez. Marx a cette idée absolument fondamentale et qui, pour moi, reste tout à fait valable de nos jours. Cette émancipation ne peut être qu'une auto-émancipation, c'est-à-dire qu'elle ne peut venir que de la lutte des classes dominées. C'est ça, rester marxiste dans le monde actuel, parce que c'est très compliqué avec l'expérience de l'histoire, etc., avec ce que je disais antérieurement, c'est-à-dire que Marx, on ne peut pas le prendre comme ça, il faut le réviser. Hein. C'est difficile peut-être à dire, mais il faut absolument le faire, parce que le monde évolue et puis que tout ça est compliqué. Le réviser, voulez-vous dire qu'il y a des parties de Marx qu'il faut abjurer, par exemple, ou qu'il faut renoncer, qui sont tout à fait inopportunes, finalement, pour comprendre le monde dans lequel nous vivons? Marx a vécu une époque de lutte de classe absolument terrible. Il avait derrière lui une époque un peu antérieure, qui est celle de ce qu'il appelle l'accumulation primitive, notamment en Angleterre, mais partout. C'est aussi l'époque de la conquête du monde, enfin, qui est derrière lui, que vous connaissez, avec cette violence impérialiste absolument extraordinaire. Bon, face à ça, Marx a eu cette conviction, qui l'a complètement animé, qui l'a fait renoncer à la philosophie, alors qu'il était encore un jeune philosophe, pour justement s'inscrire dans la lutte et pour s'inscrire dans le travail d'analyse, car il voulait comprendre véritablement les mécanismes de cette société. Justement, et là, à partir de là, il a conçu cette stratégie sociale, organisation de la classe ouvrière, dans un parti qui va éliminer ces classes, tout en assurant sa propre démocratie interne, c'est-à-dire à l'intérieur de cette classe qui va imposer ce qu'il appelait une dictature par laquelle les classes dominantes vont être éliminées, non pas fusillées, si vous voulez, mais vont être éliminées en tant que classe, c'est-à-dire que leur patrimoine ne sera pas respecté, voyez-vous. Marx a fait... Bon. Alors maintenant, on peut continuer à se dire, moi je suis marxiste, donc j'attends la révolution prolétarienne, voyez-vous. Bon. Bien, j'attends pas trop la révolution prolétarienne. J'espère, et j'essaye de me bagarrer sur le terrain où je suis, si vous voulez, en effectivement une lutte d'émancipation qui pourra faire sortir l'humanité de ce que Marx appelait sa préhistoire,
pour la faire rentrer dans un autre type de société complètement différent. Donc, si vous voulez, on ne peut pas simplement prendre Marx comme ça et de dire les prolétaires, au sens très étroit où Marx définissait cette classe, vont s'organiser dans un parti, ils vont faire la révolution, ils vont éliminer les classes capitalistes, ils vont machin. Bon, très bien, peut-être, mais personnellement, j'y crois pas beaucoup. Et on sait surtout historiquement on sait ce que ça a donné. Bon, donc il y a des risques absolument énormes dans une stratégie comme celle-là. Alors on ne peut pas dire, moi je suis marxiste, je prends Marx et puis ça y est, j'ai la boîte à outils, donc j'ai la clé, je vais pouvoir démonter la société. Voyez-vous. Bon, on ne peut pas dire ça. Donc quand je dis du révisionnisme, je parle de quelque chose de très très profond. Mais il ne faut pas tout jeter. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cette grande détermination, ce grand espoir, si vous voulez, cette espèce de ligne bleue des Vosges sur lesquelles les marxistes doivent avoir les yeux fixés, c'est encore quelque chose qui doit nous animer. Got a 2-ton hammer, dog me by the pound. I'm a hard-work driving man, 6 foot solid from the ground. Un grand merci Gérard Duménil, c'était passionnant de vous écouter. On aurait pu rester des heures à parler de tout cela. Merci d'être venu nous expliquer cela, autant que 50 minutes le permettent. Je renvoie à 2 livres, Les 100 mots du marxisme, et je précise que mot s'écrit M-O-T-S. C'est de vous avec Michael Lowy et Emmanuel Renaud. Triade, qui a également écrit un Lire Marx, non moins utile, paru aux presses universitaires de France également. 10h50 sur France Culture. Après Marx, on change de décor, encore que, peut-être pas tant que ça, on va voir. C'est de Confucius qu'on va parler tout de suite avec Adèle Van Rett et le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Alors on a parlé du malheur selon Marx, on peut peut-être parler du bonheur selon Confucius. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, on parle de Confucius et plus exactement des philosophes confucianistes à l'occasion de la parution d'un ouvrage consacré à ces philosophes en Pléiade, avec une présentation, une traduction et une annotation par Charles Leblanc et Rémi Mathieu. Et c'est Rémi Mathieu qui est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour. Bonjour. Ce volume est un état des lieux de la pensée confucianiste ancienne, telle qu'elle fut conçue au seuil de l'Empire, avant de connaître une transmutation au XIIe siècle en réaction à la montée du bouddhisme et du taoïsme. En tout, dans ce volume, on trouve 6 textes et 5 auteurs qui forment le socle de l'école de Confucius, qui s'est formée au long des siècles et au gré des dynasties. Et c'est la première traduction commentée en langue occidentale des œuvres confucianistes antiques. Et je dis des œuvres confucianistes antiques au pluriel à dessein, puisque c'est ce qu'on va voir, le confucianisme, ce n'est pas Confucius. Alors Rémi Mathieu, de même que tout à l'heure, on a vu que le marxisme ne se réduisait pas à Marx. Est-ce que le confucianisme peut se ramener à Confucius ? D'abord, il n'y a pas de confucianisme. Le confucianisme n'existe pas. Ou du moins, il n'existe pas en Chine. Il existe en Occident. Le terme est occidental. C'est une invention occidentale, alors. Exactement. Les Chinois parlent de doctrine des lettrés, disons, pour faire simple. Mais en tout cas, cette doctrine s'est peu à peu constituée, comme vous l'avez laissé entendre, au cours des siècles qui ont suivi la mort de Confucius. Grâce à ses disciples, grâce à ses descendants également, qui ont interprété de façon parfois contradictoire les brèves indications du maître, parfois énigmatiques, qui sont contenues dans ce qu'on appelle les entretiens de Confucius. Et donc, il n'y a pas de confucianisme, mais il y a des philosophes confucianistes, puisque c'est le titre de l'ouvrage en Pléiade. Et oui, nous nous adressons aux lecteurs français. Voilà, c'est ça, vous reprenez l'appellation occidentale. Oui. Donc, dans la présentation que vous faites à ce volume, qui est une présentation très claire et très intéressante, vous montrez que le confucianisme, alors on ne peut pas parler de confucianisme, donc la pensée de Confucius se base sur une chose qui est fondamentale, qui est ce que vous appelez l'humanisme. Un humanisme, c'est-à-dire le fait de considérer que l'homme vivant est la mesure de toute chose. Et cela est particulièrement intéressant dans la mesure où, lorsque Confucius écrit, il s'inscrit dans une société qui est extrêmement hiérarchisée, qui est celle de la Chine antique. Et au sein de cette société très hiérarchisée, il conçoit que les hommes sont semblables les uns aux autres et que les hommes ont entre eux une nature unique. C'est ça, c'est un peu l'auteur de la notion de nature humaine. En fait, il n'a pas développé ce concept, mais cette idée est implicite dans son œuvre, dans son propos plus que dans son œuvre.
Et à partir de cette considération, ces disciples auxquels je faisais allusion à l'instant ont développé deux notions d'ailleurs parfaitement contradictoires de la nature humaine qui seraient dans un cas bonnes, c'est le cas de Mencius, et dans l'autre mauvaise, c'est le cas de Schünz, qui est un auteur malheureusement assez peu connu en Occident. Ceci étant, l'essentiel de sa doctrine peut peut-être être défini par trois grands pôles. D'une part, une pensée proprement philosophique, c'est-à-dire une pensée qui élabore pour la première fois un système d'interprétation de la relation au monde et des relations sociales. Et vous avez souligné le point essentiel qui est celui d'humanisme. C'est l'inventeur de la notion d'humanité, ce qui définit d'ailleurs un peu sommairement par aimer autrui. Le deuxième point important dans cette doctrine, c'est son éthique. C'est-à-dire que le confucianisme est, sinon surtout, du moins beaucoup, une éthique basée sur la recherche du bien, la vertu, etc. Et troisièmement, c'est aussi, un peu comme d'autres philosophies chinoises qui sont postérieures, assurément, une philosophie politique, c'est-à-dire une pensée du fonctionnement de l'État. Je ne dirais pas qu'on rejoint Marx par là, mais en tout cas, il s'est interrogé pour la première fois sur les mécanismes économiques, les mécanismes sociaux et la notion de pouvoir politique et son rapport avec la vertu, rapport complexe s'il en est. Alors, mais restons un moment sur cet humanisme de Confucius. Il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. C'est comment est-ce qu'on peut à la fois affirmer que tous les hommes sont de nature unique, c'est-à-dire qu'il y aurait une égalité ontologique, ou en tout cas d'essence, que les hommes seraient égaux par essence, et en même temps ne pas remettre en cause les différenciations sociales, affirmer que Confucius affirme que chacun est socialement à sa place. Alors comment est-ce qu'on peut accepter la hiérarchie sociale si on pose une égalité de base, de principe? Confucius ne dit pas que les hommes sont égaux. Il dit qu'ils sont hommes et que l'autre est mon frère. Et ça n'implique pas une égalité? Non. L'autre est un frère, et cette phrase d'ailleurs mériterait de plus longs commentaires que ceux que nous pouvons faire aujourd'hui, mais il indique que pour le sage, tous les hommes sont ses frères. Il faudrait peut-être pouvoir développer l'aspect de relation fraternelle. Qu'est-ce que c'est qu'un frère dans la société chinoise, frère aîné et frère cadet? Il y a à l'intérieur même de cette relation fraternelle une hiérarchie. Donc il n'y a pas de contradiction. Par ailleurs, il faut rappeler que Confucius et ses disciples vivent dans une société dite féodale, le terme, je sais, est un peu galvaudé, voire critiqué, mais une société en tout cas extrêmement hiérarchisée, à la tête de laquelle se trouve le prince, puis les nobles, etc. Et donc c'est dans le respect strict de cette hiérarchie sociale que s'inscrit cette doctrine nouvelle, puisque c'est lui-même qui est l'inventeur de cette idée d'humanisme. Et le fait de mettre l'homme comme mesure de toute chose se retrouve aussi dans la quête de la perfection, qui est celle de Confucius. Confucius montre bien que pour disposer de cette aptitude à aimer les autres, puisque vous avez dit qu'il faut aimer son prochain, il ne faut pas se contenter de cette tendance à aller vers eux, mais il faut cultiver une propension vers le bien qui habite chacun d'entre nous. Exactement. C'est la deuxième, peut-être plus importante notion qu'on trouve chez lui, à savoir cette notion de perfectionnement individuel, pour à la fois développer ce qu'il y a de meilleur en soi et pour, d'autre part, être utile à rechercher le bien d'autrui, le bien social, le bien également dans sa famille et le bien du prince. Merci Rémi Mathieu. On n'a pas eu le temps d'évoquer l'aspect politique de la pensée de Confucius, mais je renvoie l'auditeur à l'ouvrage que vous avez coordonné, présenté, annoté et traduit, Les philosophes confucianistes, et ça paraît en Pléiade. On reste chez Confucius, Adèle. Alors on reste chez Confucius, mais on change complètement de registre, si j'ose dire, puisque là c'est un ouvrage de Yu Dan, qui est elle-même chinoise, qui paraît aux éditions Belfond, qui a eu un énorme succès en Chine, puisqu'il a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Alors ce livre est avant tout un bel objet, aux pages colorées, il est agréable de se promener dans ce livre, il y a des reproductions d'images d'art chinois qui illustrent à elle seule la conception confucianiste du rapport de l'homme au monde. Mais c'est un ouvrage qui est bien différent de la Pléiade qu'on vient d'évoquer. Vous disiez, Rémi Mathieu, que le titre n'est pas celui de l'auteur elle-même, qu'il a été changé lors de sa publication en France. L'idée de bonheur n'existe pas chez Confucius. Voilà. Je signale ce Parce que le détail. titre de l'ouvrage, c'est Le bonheur selon Confucius, petit manuel de sagesse universelle. Donc on voit qu'on a ici une autre lecture de Confucius. En tout cas, ça paraît aux éditions Belfond et c'est écrit par Yu Dan.
Merci, c'est noté, on verra ce qu'il en est. Le bonheur selon Confucius et les philosophies confucianistes, c'était dans le journal des Nouveaux Chemins. Merci Gérard Duménil, merci Rémi Mathieu. Marx et Confucius, c'était le programme de ce jeudi dans les Nouveaux Chemins. Retrouvez toutes les émissions de la semaine sur notre site internet à la page des Nouveaux Chemins, où vous trouverez également à l'intention des étudiants comme de qui le souhaite une bibliographie précise des différents travaux de nos invités, une liste exhaustive des textes lus toute la semaine, ainsi que la liste des ouvrages de Marx évidemment. Suite et fin demain de cette semaine sur Marx dans les Nouveaux Chemins, nous accueillerons Lucien Sève et Jean-Marie Haribé pour revenir sur l'actualité de Marx et son anthropologie complexe. France Culture, 10h59 dans un instant, question d'époque.